c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 10h au menu de ce mardi 23 septembre. Des drones qui bloquent les aéroports de Copenhague ou Oslo, des avions russes qui s'invitent au-dessus de la Pologne et de la Roumanie, des Pays-Baltes. Une guerre des nerfs où chaque incursion devient un clin d'œil un peu sinistre. Jusqu'où irez-vous ? L'OTAN, elle, promet de défendre chaque centimètre de ciel européen. Mais la vraie question, est-ce qu'on est à un tournant ? Et puis, vous l'avez entendu hier chez Darius Rochebain, Bruno Retailleau est-il déjà en campagne sur le plateau ? Nos affûtés spécialistes de politique, Elisabeth Martichoux et Christophe Barbier, pour vous servir en toute liberté. C'est tout de suite sur LCI. Je le disais, nous sommes avec Elisabeth Martichoux, avec Christophe Barbier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous sommes évidemment avec l'exceptionnel Guillaume Oda et avec Solène Rioux. Parce qu'on se pose aujourd'hui, Solène, Guillaume, une question. Solène, tout le monde vous connaît, journaliste internationale à LCI. Cette question à la une, les aéroports de Copenhague et d'Oslo hier ont été paralysés par des drones dont on ne connaît pas pour l'instant la provenance, on ne sait pas qui est derrière tout ça. Enfin, Steven Friberg, le PDG du géant danois de la fabrication de drones, a quand même une petite piste. On l'écoute. De nombreux drones de loisirs dotés d'un système de géorepérage ne peuvent pas décoller à moins de 5 à 7 km d'un aéroport. Donc il y a une réelle intention. Il ne s'agit pas seulement d'enfants qui s'amusent. Voilà, il ne s'agit pas d'enfants qui s'amusent. Et par ailleurs, on sait qu'il y a eu des incursions russes, à répétition en Estonie, en Pologne, en Roumanie. Depuis 10 jours, les provocations se multiplient dans le ciel européen. Et le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir à la demande de l'Estonie. Annonce du Premier ministre Donald Tusk à la conférence de presse préalable. On l'écoute. Nous prendrons la décision d'abattre tout objet volant qui violerait notre territoire et survolerait la Pologne. Il n'y a absolument aucun doute à ce sujet. Nous sommes prêts à prendre toute décision visant à détruire ces objets qui pourraient constituer une menace pour nous, tels que les avions de chasse russes, s'ils violent notre espace aérien ou s'ils survolent nos eaux territoriales. Et alors, Radoslav Sikorski, le ministre des Affaires étrangères en Pologne, a été lui-même encore plus précis, et ça c'était au cours de la réunion, les yeux dans les yeux. On l'écoute. Je n'ai qu'une seule demande à adresser au gouvernement russe. Si un autre missile ou avion pénètre dans notre espace aérien sans autorisation, délibérément ou par erreur, et est abattu, et que les débris tombent sur le territoire de l'OTAN, je vous prie de ne pas venir ici pour vous plaindre. Vous avez été prévenu, merci. Alors c'est assez clair. Guillaume, Solène, vous connaissez la phrase du président Chirac qui « On grève de tout aujourd'hui, des reins, des bras, un cœur, sauf les testicules ». Voilà. Il n'a pas dit testicules, le président Chirac, il a dit un autre mot. Par manque de donneurs. Et j'ai envie de vous demander, on dirait bien qu'on a trouvé des donneurs en Pologne, non ? Est-ce que l'OTAN commence à se réveiller ? Je ne sais pas si l'OTAN commence à se réveiller, mais je sens que l'OTAN est véritablement secouée. En tout cas, la partie européenne de l'OTAN, parce qu'on parlera aussi des Américains. On est dans un climat, en effet, d'incertitude et d'anxiété créé par cette série de manœuvres opérationnelles plus ou moins hybrides, venant de la Russie, qui dément ou pas. Pour le moment, elle entretient aussi ce petit climat de suspicion. Mais regardez, ça s'inscrit en fait dans une séquence qu'on a préparée avec Pierre Béretsch, une séquence qui illustre cet état de tension permanent. Elle commence, selon moi, dans la nuit du 27 au 28 août. On s'en souvient tous. Vous vous souvenez, grosse attaque massive sur l'Ukraine et sur Kiev en particulier. Les bâtiments de la délégation européenne et du British Council sont touchés. On ne peut pas imaginer un seul instant que les coordonnées n'aient pas été intégrées à l'intérieur de ces aéronefs. Ensuite, ça suit un peu plus tard. On en a beaucoup parlé, notamment sur LCI, une nuit du 9 au 10 septembre dernier. Une vingtaine de drones qui violent l'espace aérien polonais. Certains ont été abattus avec des missiles extrêmement chers et ces drones survolaient peut-être une zone dans laquelle transite une partie de l'armement que les Européens notamment fournissent à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. 3 ou 4 jours plus tard, le 13 septembre, la même chose, là aussi un aéronef qui survole la Roumanie. Je rappelle que 1500 Français sont déployés
en Roumanie. À quoi ça sert de faire naviguer son aéronef? Venait-il de Russie ou non? La Russie dément, comme d'habitude. 19 septembre, là aussi on en a parlé, 3 chasseurs, 3 MiG-31 qui survolent pendant 12 minutes au-dessus de la mer Baltique l'espace aérien estonien. L'Estonie, elle n'a pas d'armée de l'air. Donc en gros, la police de l'air, c'est la France qui l'a fait, mais en l'occurrence, c'était aux Italiens de s'en charger. Ils font décoller leur F-35 le 21 septembre. Des avions de chasse allemands, là aussi, décollent. Ils vont intercepter un patrouilleur russe au-dessus de la mer Baltique. On est toujours dans ce qu'on appelle, en termes militaires, du chatouillement. On vient tester un petit peu la réactivité. Et puis, hier, on va en parler avec Solène, 22 septembre. C'est dingue. L'aéroport de Copenhague. Ouais. Paralysé parce qu'il y a une série de drones de grande taille qui ne sont pas des joujoux comme on l'a entendu avec notre expert, qui ne sont pas des jouets d'enfants avec leur télécommande qui s'amusent à survoler un aéroport européen paralysé parce qu'il y a des drones ou des aéronefs qui sont non identifiés. Ça commence à poser des questions. Et qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit qu'en réalité, la Russie, elle vient tester non seulement la réactivité de l'OTAN, mais aussi sa cohésion. Ça, c'est très important. Sur le plan de la cohésion, on sent une cohérence toute européenne et toute réactive. On a entendu, encore une fois, c'est cette volonté d'en découdre et d'abattre, s'il le faut, un aéronef. Par contre, du côté américain, moi, j'ai senti une certaine mollesse. Que font les Américains à part du déclaratif? Pour le moment, rien. Et donc, du coup, pour la Russie, c'est un test réussi. Mike Waltz, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, il a répondu quand même, on l'écoute. Oui, certes. Les États-Unis et leurs alliés défendront chaque centimètre du territoire de l'OTAN. La Russie doit de toute urgence mettre un terme à ce comportement dangereux. Bon, vous dites qu'il pourrait être un peu plus... Dans cette affaire-là, ils soufflent le froid, les Américains. Alors certes, l'envoyé spécial aux Nations Unies, il dit, très bien, on va défendre chaque centimètre carré de l'OTAN, c'est du déclaratif. Dans un second temps, on apprend également qu'en fait, du côté du département d'État et de la Défense, Trump aurait signifié son souhait de commencer à réduire son assistance aux pays baltes, Estonie, Lituanie et Lettonie. Oui, donc, comme d'habitude. On voit bien que du côté américain, on souffle le chaud et le froid, et c'est pour ça, c'est là que je termine, que le test pour la Russie, pour le moment, il se déroule sans accroc, il est réussi, puisque tout le monde n'est pas à bord du même navire au sein de l'OTAN, et que Européens et Américains, pour le moment, pour l'heure, ne sont pas très alignés. Solène, une escalade? Un tournant ou pas? Non, un glissement. Moi, je pense pas que ce soit un tournant, parce qu'en effet, donc, Guillaume a très bien rappelé tout ce qui s'était passé sur les 2-3 dernières semaines. Il n'y a pas eu de tournant, finalement. Il n'y a pas eu, en effet, de réaction. Tant qu'il n'y aura pas de réaction brusque et forte de la part de l'OTAN, la Russie continuera à venir piquer comme ça. Mais c'est la première fois qu'on leur dit, si vous continuez, on abattra. Mais il faudra le faire. Oui, mais alors, vous vous rappelez ce qu'avait dit en novembre 2019 Emmanuel Macron quand il avait affirmé que l'OTAN était en état de mort cérébrale, et quelques jours plus tard, il avait affirmé de toute façon, l'Alliance Atlantique, ça n'est pas que des mots, il faut que ce soit aussi des actes. Aujourd'hui, on en est en effet à l'état de déclaration. On n'a pas d'acte. Certes, quand les drones ont pénétré dans l'espace aérien polonais, certains ont été détruits par la défense antiaérienne. Bon, en même temps, il n'y avait pas d'autre solution. On voit que la réponse est quand même beaucoup plus timide quand il s'agit d'avions de chasse dans l'espace aérien estonien. On compare souvent, alors peut-être à tort, mais avec ce qui s'est passé en novembre 2015 en Turquie. La Turquie n'avait pas hésité à l'époque. 17 secondes seulement dans son espace aérien avant d'abattre. Rappelez, Solène. Oui, alors deux Sukhoi 21 avaient décollé de la base militaire de Latakié en Syrie pour effectuer une mission militaire dans le nord-ouest de la Syrie, donc à la frontière vraiment avec la Turquie. Ils se rapprochaient, ils fonçaient presque même tout droit vers l'espace aérien turc. Donc à ce moment-là, il y a eu des avertissements de la part de la Turquie. Un Sukhoi a détourné la route, l'autre a continué. Il n'a eu le temps de faire que 17 secondes à l'intérieur de l'espace aérien turc, un petit peu plus d'un kilomètre, avant d'être abattu par la Turquie. Alors la Turquie affirme l'avoir prévenu à 10 reprises. La Russie dit non, nous on n'a pas eu les avertissements. Ça avait quand même provoqué des conséquences diplomatiques énormes entre les deux pays, mais qui aujourd'hui, si on regarde la Turquie et la Russie, sont plutôt s'entendent plutôt bien. Mais à l'époque, ça avait provoqué beaucoup de conséquences diplomatiques. Mais faut-il rappeler que Vladimir Poutine n'entend que la force. Et c'est ce qu'a fait à l'époque la Turquie. Christophe, quand on voit l'infographie qui a été préparée par Pierre Berech et Guillaume Audat, on pense à nos livres d'histoire quand on était petit. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, en général, en haut, il y a marqué la course à la guerre. Et donc, on voit les éléments, les dates et les actions qui ont amené
à l'embrasement définitif. Et je me demande toujours comment on sait qu'on est entré dans l'histoire, comment on sait qu'on n'est pas là en train d'assister. À quel moment nos parents ou grands-parents ou arrière-grands-parents ont-ils su qu'ils étaient dans la Seconde Guerre mondiale ? Ils l'ont su le 10 mai 40, quand les armées allemandes ont franchi la frontière et sont rentrées sur le territoire. Avant, c'était la drôle de guerre, c'était pas vraiment la guerre. Avant, c'était la recherche de la paix, ou l'escalade, disaient certains. Mais il y avait eu Munich, on pensait que tout le monde allait revenir à la raison. Et comme on le dit pour la Première Guerre mondiale, ce sont souvent des somnambules qui s'avancent vers la guerre. Cela dit, comparons ce qui est comparable. Des intrusions de drones mystérieux, des avions qui passent quelques secondes dans un espace aérien, ça n'est pas l'annexion des Sudètes par Hitler, ça n'est pas l'Anschluss, ça n'est même pas la remilitarisation de la Rhénanie malgré le traité de Versailles. On n'est pas dans le même genre de transgression et d'agression. Donc, il faut une réponse, en effet, graduée. Il faut une réponse surtout plus intelligente que l'adversaire. Poutine, c'est évident, multiplie les provocations en attendant quoi ? La faute de l'OTAN. C'est-à-dire qu'en effet, un pilote russe soit tué et que Poutine puisse dire « Vous voyez, je vous le dis que l'OTAN veut nous faire la guerre. Il tue nos soldats, nous devons nous défendre. » Il faut donc être plus malin qu'eux. Comment on est plus malin qu'eux ? Plus de sang-froid d'abord, et puis plus de complexité dans la réponse. Il y a des réponses diplomatiques, il y a des réponses économiques, il y a des réponses cyber, il y a des réponses discrètes par des agents secrets qui peuvent déstabiliser tel ou tel pays, tel ou tel programme. On peut jouer sur tout ce clavier avant d'avoir une image, comme on l'a vu avec la Turquie, d'un avion en torche qui s'écrase. Oui, alors il y a effectivement ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne montre pas et qui effectivement se déroule sous les radars. Ça, c'est effectivement une façon d'opérer. Puis il y a effectivement ce qu'on montre. Alors pour le moment, Estonie et Pologne ont déclenché le fameux article 4 de l'OTAN, qui est un instrument politique qui entraîne des discussions, et notamment sur le renforcement des garanties de sécurité. Je vous donne un exemple. Les Français, à titre politique plus que militaire, ont envoyé des Rafales maintenant patrouiller dans le ciel polonais au cas où il y ait de nouvelles intrusions. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on ne va pas pouvoir échapper à un moment donné à une discussion au sein de l'OTAN et notamment parmi les membres européens de l'OTAN sur l'article 5. Il y a une réunion qui est prévue, pas sur cet article-là, mais là, il y a une réunion qui est prévue jeudi, c'est bien ça Ce matin ? Ce matin, oui. Il y a une réunion D'accord. Mais il faudra à un moment donné parler de l'article 5 en réalité, qui prévoit la défense collective des membres de l'Alliance, et en gros le 1 pour tous, tous pour un, et de la question du seuil de cet article 5. À quel moment on le déclenche ? Est-ce qu'on va le déclencher ? Est-ce que la parole américaine est toujours aussi fiable ? Les Européens n'échapperont pas à cette discussion, et de toute façon, c'est une discussion que veut provoquer Vladimir Poutine. J'ai une toute petite question. Oui, Elisabeth. Moi, ce qui me frappe, c'est quand même... Mais à chaque fois, c'est la même chose. C'est notre extraordinaire vulnérabilité. Quelques drones et un aéroport s'arrête, est désorganisé. Est-ce qu'on connaîtra la provenance de ces drones ? Oui. Est-ce qu'ils le savent déjà ? Est-ce que la non-communication de la provenance, évidemment la nationalité, le lieu de départ qui ne dit pas forcément la nationalité, etc. Est-ce que ça fait partie de la prudence ? Parce que vous le disiez, il faut que ce soit gradué. Et puis on ne veut pas la guerre, fondamentalement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, mais dans le sang-froid, il y a aussi cette idée que on va pas se précipiter non plus, les Européens, et de toute façon on est très divisés, dans une logique belliciste. Mais est-ce qu'on saura ? Est-ce que ce sera communiqué et quelles seront les conséquences si effectivement on sait que c'est un bras armé de Moscou ? Alors sur la question des conséquences, j'en sais rien, puisqu'on voit que les Européens sont extrêmement prudents, qu'ils déclenchent l'article 5, qu'il faudra une discussion sur l'article 4, qu'il faudra une discussion sur l'article 5. En l'état actuel des faits, ce qu'on sait, c'est que ces drones étaient relativement épais, denses et larges. Ça, c'est une première chose. D'où venait-il ? C'est la question que... Alors, c'est la question... C'est la question que... Vous savez, quand vous regardez le Danemark, c'est à 300 km à peu près de Kaliningrad, qui est une enclave russe, comme vous le savez, juste sous la Lituanie, frontalière de la Pologne. Un drone de type Shahed, ça peut survoler 300 km pendant à peu près une heure, puisque ça vole à 250-300 km à peu près heure, un drone. Ça, forcément, les Danois commencent à le savoir, et ces éléments vont émerger dans la journée. Après, sur la question des conséquences, moi je vais rester prudent. Je pense que les Européens sont très prudents, ils sont bien embêtés. Pourquoi ? Parce que,
ils sont armés, mais pas suffisamment. 2, ils sont dépendants des Américains dont la parole est pas très fiable. 3, ils sont divisés. Et puis 4, il faut le dire aussi, un certain nombre de pays européens sont effrayés. Donc quelle sera la réponse européenne parmi... Solène a raison, Elisabeth. On est capable de voir une fourmi dans le Massif central charrier un caillou. On sait bien d'où viennent ces drones. Pour l'instant, en effet, il n'y a pas de prise de risque, mais que si on finit par... Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils le savent déjà, mais si on a la confirmation que la Russie est derrière tout ça, je ne vois pas comment on ne peut pas dire officiellement qu'il s'agissait de drones russes. Il n'y a pas eu d'hésitation quand il y a eu les drones dans l'espace aérien. Si on a peur des conséquences. Ou roumain. Oui, mais là, à ce stade-là, il n'y a pas eu ces drones n'ont pas eu de conséquences, n'ont pas provoqué de dégâts. Donc, ils viennent quand même paralyser un aéroport et bien sûr, il y a une centaine de vols qui ont été annulés, il y a 31 vols qui ont été détournés, 20 000 passagers concernés. Absolument. Alors, si on écoute la police danoise, elle dit on n'a pas la preuve qu'il y ait eu une intention forcément malveillante. Ce qu'on apprend aussi, c'est que c'est les drones, les 3 ou 4 drones, eux, ils se sont fait la malle. La police danoise aurait pu avoir l'occasion de les détruire, puisqu'en fait, elle explique, nous, on n'a pas voulu les détruire pour des raisons de sécurité, parce que c'est des gros drones, il y a du carburant, donc on n'a pas voulu que ça tombe au-dessus de zones résidentielles pour pas provoquer de collision non plus avec les avions. Mais peut-être aurait-il fallu en effet prendre le risque, parce que là, si vous avez un drone abattu qui tombe sur le sol, c'est très facile d'en identifier, beaucoup plus facile en tout cas, d'en identifier la provenance. Mais là, le risque n'a pas été pris. Elisabeth, vous posez la bonne question. Quel est le but ? Le but, c'était de savoir si, on les repérait lorsqu'ils pénètrent l'espace aérien danois. Visiblement non, puisqu'ils ont survolé un certain nombre de minutes, voire peut-être d'heures. Est-ce qu'ensuite, on prend la décision de les abattre, comme l'a expliqué Solène ? Non, visiblement, parce que ça pose un problème de sécurité. Il y a des avions qui survolent. À Nice, 2 avions ont failli entrer en collision. Et imaginez un drone qui rentre en collision avec un appareil qui atterrit à Copenhague. Grosse difficulté. Et 3, est-ce qu'ils ont la possibilité de partir et de se faire la malle, comme vous le disiez ? Oui, visiblement. Donc là, encore une fois, si c'est la Russie, il faudra que ce soit avéré. Test réussi. Oui. Je trouve ça... c'est assez... Ou alors, ça n'est pas la Russie, il n'y a pas eu franchissement de la frontière. C'est différent s'il y a franchissement de la frontière, c'est-à-dire des drones envoyés depuis un territoire russe, ou si ce sont des épigones de la Russie qui, sur place, ont fait monter ces drones dans le ciel, comme chez nous, on a envoyé des têtes de cochon devant des mosquées en étant manipulés par la Russie, vous voyez. C'est une possibilité aussi. Mais qui a le plus à perdre dans ce face-à-face au-dessus de l'Europe ? L'Alliance ou le Kremlin, Solène ? J'ai envie de dire le Kremlin. Face à une alliance comme l'OTAN, la Russie a plus à perdre. Encore faut-il que l'OTAN se réveille, en effet. J'ai l'impression de sentir quand même des pays qui sortent de leur torpeur ce matin, avec les déclarations que vous avez mentionnées du côté de la Pologne, qui sont quand même virulentes. Il n'y a pas eu que la Pologne. Il y a le Royaume-Uni aussi, la ministre des Affaires étrangères britannique, le ministre aussi des Affaires étrangères suédois. Les deux disent, si un avion russe pénètre, viole notre espace aérien, on n'hésitera pas à l'abattre. Donc, il y a quand même une inflexion, un durcissement du ton, je trouve. L'OTAN aurait aussi... Tout le monde aura à perdre, de toute façon. Pour conclure et pas prendre trop de risques, tout le monde aura énormément à perdre dans le cas d'un affrontement entre l'OTAN et la Russie, et personne n'en veut. Et je terminerai là-dessus, mais la difficulté, c'est vraiment de jauger la réponse. Parce que quand vous êtes dans un conflit de ce type, je mets à part vraiment ce qui se passe en Ukraine, qui est une vraie guerre, voilà. Là, nous, on est dans un état de guerre hybride avec la Russie, mais on est en guerre, une guerre hybride, certes. On est sous le niveau de létalité, et à ce niveau-là, c'est beaucoup plus difficile de répondre. Parce que comment est-ce que vous répondez sans surréagir ou sous-réagir, c'est beaucoup plus difficile de jauger. Moi, je pense véritablement que c'est l'OTAN qui a beaucoup à perdre, parce que si on n'est pas au rendez-vous et si on reste dans le déclaratif, on est prêt à battre un appareil et qu'on ne le fait pas, ça va poser de très très grandes difficultés. Je voulais dire dans le cas d'une réaction, moi. Ouais. Dans le cas d'une réaction de l'OTAN, la Russie aurait plus à perdre face à une puissance comme l'OTAN. C'était ce que je voulais dire. Oui, peut-être, ou peut-être pas. Je crois que l'OTAN est plus en difficulté que la Russie ne l'est. Elle démontre depuis maintenant bientôt 4 ans qu'elle est en guerre et qu'elle continuera et qu'elle poursuivra sa guerre contre l'Ukraine. Elle démontre qu'elle est dans des manœuvres opérationnelles et hybrides plus ou moins sous le seuil. Elle démontre qu'elle continue à chatouiller, comme on dit en termes militaires. Franchement, pour le moment, Poutine s'amuse plutôt bien. Il le fait avec efficacité, il se frotte les mains. Test réussi pour le moment. Merci beaucoup Solène Rioux d'être venue sur le plateau, d'être restée sur le plateau dans toute liberté. C'était vraiment une joie de vous accueillir. Merci. Revenez quand vous voulez. Et dormez bien parce que vous commencez... oui, c'est gentil. Ça commence à se voir en plus. Non, pas du tout. Jamais de la vie. Non, allez, une petite pause. Et dans un instant, cette personnalité de Cédric Jubilard qui intrigue et qui passionne la France... Est-ce qu'il peut avoir commis le crime parfait, cet homme-là ? Allez, on en parle dans un instant. De retour sur le plateau dans toute liberté, c'est le 2e jour du procès Jubilard, vous le savez. Et on retrouve tout de suite Marie Belot au cours d'assises d'Albi. Bonjour Marie.
Bonjour. Alors, comment est organisée cette deuxième journée ? Hier, je crois qu'on a beaucoup insisté sur la personnalité de l'accusé. Aujourd'hui, sur quoi on se penche ? Eh bien, écoutez, après la personnalité de Cédric Jubilard, c'est désormais la personnalité de sa femme qui est évoquée à la barre, la personnalité de Delphine Ossagel, le nom de jeune fille de Delphine Jubilard. C'est un enquêteur de personnalité qui a fait plusieurs témoignages, qui a recueilli plusieurs témoignages de son entourage et qui est en train de revenir sur l'enfance de Delphine, une enfance difficile pour elle aussi, avec un père absent et alcoolique, avec une mère vulnérable qui est décédée à l'heure actuelle. Delphine fait partie d'une famille de 4 enfants, une fratrie soudée dans l'enfance, dit l'enquêteur de personnalité, mais qui s'est éloignée notamment lorsqu'elle a rencontré Cédric Jubilard. Delphine est décrite par l'enquêteur comme une femme qui était timide, mais qui voulait toujours aider les autres. Il est aussi en train de parler à l'heure actuelle de sa carrière d'infirmière. Elle était très appréciée par ses collègues, a-t-il dit. Et là, il est en train de commencer à aborder sa relation avec Cédric. Au premier rang de cette cour d'assises, il y a les 2 frères et la sœur de Delphine qui sont en train d'écouter attentivement, tout comme Cédric Jubilard qui écoute lui depuis le box des accusés. Merci beaucoup Marie Belot. Georges Grenier, vous êtes journaliste police-justice TF1 LCI. Qu'est-ce que vous avez tiré de la personnalité ? Qu'est-ce qui a été dit hier ? Et puis on va aussi parler avec Gaëlle Caro-Alfort qui est enquêtrice de personnalité et qui a été entendue hier. Beaucoup de choses ont été dites tout au long de cette longue première journée. On a notamment décrit Cédric Jubilard comme étant quelqu'un par moments d'égocentrique, voire de mégalomane, incapable d'avoir de l'empathie quand il parle de sa femme, dont on n'a jamais retrouvé le corps, il faut pas l'oublier, et dont il est le suspect numéro 1 dans ce qui est cette affaire de meurtre. C'est une personnalité trouble, ce Cédric Jubilard, présenté aussi comme manipulateur, comme menteur. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir quel poids cette première impression et cette première description de l'accusé va laisser au juré de la cour d'assises. Il faut pas non plus, je pense qu'il faut raison garder, c'est un procès qui commence à peine, il va durer 4 semaines, et les jurés vont surtout ensuite entendre des faits, des témoignages de gendarmes, des témoignages de scientifiques, d'experts, et c'est là qu'on va déterminer la culpabilité ou pas de Cédric Jubilard. Que Cédric Jubilard porte un survêtement bleu ou vert, qu'il ait un sourire qui peut sembler un peu moqueur, un peu narquois, qu'il ait cette envie d'être filmé. On peut, chacun aura son opinion et son avis. Ça fait pas pour autant de lui le coupable, forcément. Place maintenant au débat de ce long procès. Gaëlle Caro-Alfort, bonjour. Vous êtes donc enquêtrice de personnalité. Vous avez été entendue hier, si je ne m'abuse, au procès. Comment vous le définiriez, Cédric Jubilard ? Cédric Jubilard, c'est quelqu'un qui décrit comme volubile, expansif, exubérant, fanfaron, parfois froid, autoritaire, infidèle, vantard. Voilà, c'est les qualificatifs qu'on peut retrouver lorsque moi je m'entretiens avec l'entourage. Parfois manipulateur, effectivement, même si voilà, moi je trouve que il peut l'être lorsque, par exemple, il est prêt à se faire attraper ou à se faire pincer, il peut manipuler, inventer que c'était pas, il avait pas de mauvaises intentions, etc. Et à la fois, je trouve que il n'y a pas de manipulation de sa part pour dire qu'il est vraiment, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui quand même globalement n'est pas apprécié. Il ne cache pas sa personnalité, que ce soit ses proches, que ce soit moi lorsque je le rencontre. Guillaume ? Oui, Gaëlle Caro, une question. Vous voyez ces images en ce moment à l'écran, Georges Grenier en parlait. En fait, en réalité, on va le voir pendant 4 semaines. Et il faut quand même imaginer ça, hein, Cédric Jubilard. On va le voir pendant 4 semaines, ces images. Elles vont accompagner toute la procédure, tous les débats à la cour d'assises. Donc, tactiquement, ça raconte un peu quelque chose. Mais il a accepté de se faire filmer, donc Cédric Jubilard. Est-ce que c'est parce qu'il a rien à cacher de votre point de vue ou est-ce une provocation ? Comment dire, Cédric Jubilard, c'est une enfance cabossée, c'est des parents qui ne l'ont pas validé, il n'y a pas eu de validation.
Quand il n'y a pas de validation, on cherche des valorisations. Cédric Jubilard, il cherche des valorisations toute sa vie. Elles sont plus ou moins adaptées, elles sont plus ou moins intelligentes et plus ou moins appréciées. Moi, je crois que le fait de se faire filmer, c'est une manière d'être en lumière, maladroite ou critiquable, mais pour moi, c'est chercher une valorisation de plus. Mais il est décrit comme quelqu'un de spécialement intelligent. Enfin, je crois qu'il se drogue ou il fume du hashish, c'est ça ? La journée. C'est un gros consommateur de cannabis, en effet. D'accord. C'est quelqu'un qui peut avoir commis le crime parfait. Ça, je pourrais pas le dire. Je sortirai de ma mission. D'accord. Christophe ? Oui, je crois dans un procès où il n'y a pas de preuves, pas d'aveux, pas de corps, on se tourne vers ces experts et on attend trop de la psychologie. On attend quoi de la psychologie? Qu'elle nous dise oui, c'est un coupable, il a le profil, ou bien non, c'est un innocent, il n'est pas ce qu'on croit. Et il faut se garder de cela. L'irruption de l'expertise psychologique dans la loi française, c'est une histoire très ancienne, parce que dans le code pénal de 1810, il n'y avait rien. Il y avait l'article 64 sur les aliénés, évidemment. Sinon, pour le reste, on était responsable ou irresponsable, non pas en fonction de sa personnalité, mais en fonction des faits. C'était un accident ou c'était volontaire. Il faut attendre 1905 et la circulaire Chaumier pour qu'on commence à parler d'altérations psychiques, d'anomalies psychiques qui peuvent atténuer la responsabilité. Et en 94, dans notre nouveau code pénal, là, ça prend toute sa place. Mais est-ce qu'on n'a pas trop attendu? Est-ce qu'on se tourne pas trop vers ces enquêteurs de personnalité? Le mot enquêteur, c'est comme l'enquêteur de terrain, on attend qu'il trouve des preuves, des éléments tangibles. On l'a vu dans l'affaire Outreau, les expertises ne sont pas non plus l'alpha et l'oméga de la vérité. Gaëlle Caro-Alfort, une dernière question. Vous êtes expert dans un procès très médiatisé quand même. Comment vous assurez-vous que vos mots ne passent pas plus lourd dans les médias que dans la salle d'audience ? Alors, d'abord, je suis pas expert puisque les experts psychologiques et psychiatriques vont intervenir après. Je suis enquêtrice de personnalité. Moi, si vous voulez, d'abord, je reprends ce qu'on me dit. Voilà, donc je cite beaucoup les témoins. Et ensuite, effectivement, j'essaie de faire des hypothèses signifiantes sur la construction de la personnalité en restant le plus prudente possible, j'ai envie de vous dire. Je rebondis sur ce que monsieur vient de dire. Effectivement, on a l'impression qu'on nous demande parfois d'aller trouver la vérité. C'est difficile en fait. Moi, par exemple, Cédric Jubilard, je trouve que c'est pas une personnalité complexe. Et au vu de la surmédiatisation de l'affaire, on aurait l'impression qu'il faudrait aller chercher encore plus. Et là, on se trompe en fait si on fait ça. Donc, il faut s'en tenir à ce qu'on nous dit. Parfois, il faut accepter qu'on ne saura pas et que on n'aura pas plus d'éléments que ce qu'on voudrait avoir. Guillaume, dernière question. Mais pourtant, Gaëlle Caro-Alfort, une peine en cour d'assises, elle est prononcée à la fois sur l'antériorité des faits, la gravité des faits et également la personnalité de l'accusé qui représente énormément. Et on l'a vu, et d'ailleurs, vous êtes croisés. Est-ce que vous êtes regardés au moment où vous avez déposé? Est-ce que vous avez revu? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre échange avec cet homme qui porte l'alliance de mariage? Il était en instance de divorce. C'est quoi? C'est un réel attachement ou alors c'est une tactique de défense? Comment est-ce que vous analysez ça? Ah oui, j'ai entendu ça. Alors franchement, je l'analyse pas. Oui, j'ai croisé le regard de Cédric Jubilard. Après, je l'avais déjà croisé plusieurs fois, Cédric Jubilard. Oui, je l'ai croisé dans la salle d'audience. Il n'y avait pas de regard hostile. Voilà, concernant l'alliance, je sais pas. Faudrait demander aux experts ce qu'ils en pensent. J'ai pas d'avis là-dessus. Merci beaucoup Gaëlle Caro-Alfort. Merci Georges Brognier d'être passé sur le plateau de En toute liberté. C'est maintenant l'heure de la petite phrase qui fait du bruit. Alors Bruno Retailleau, ministre démissionnaire de l'Intérieur, était hier soir sur LCI chez Darius Rochebin. Bilan politique, avenir incertain, mais surtout cette petite phrase. Il faut qu'on sorte du social-étatisme. La gauche a fait beaucoup de mal à notre économie. Elle a dit d'abord, avec la dépense publique, vous aurez de meilleurs services publics. Tiens, on le voit en France. Si c'était le cas, on serait à l'avant-garde du bonheur universel. Elle a dit, travaillez moins avec la retraite à 60 ans, avec les 35 heures, et vous vivrez mieux. Aujourd'hui, alors qu'il y a 25 ans, un Français, un Allemand, même niveau de vie, la différence, 7 000 € par an.
Christophe, est-ce qu'il a tort, le ministre démissionnaire de l'Intérieur? On a l'impression en France que plus l'État s'engraisse, plus les Français sont pauvres. À l'inverse, dans les années 60, où le taux de prélèvement obligatoire était que de 30%, la France a pu s'industrialiser, s'enrichir. Il n'a pas tort ou il a tort? Il n'a pas tort. Notre système social est à bout de souffle parce qu'il n'est plus appuyé sur une économie qui permet de le financer. Et une démographie. Bien sûr, on avait 5 actifs pour un retraité qu'il fallait accompagner quelques années avant sa mort. Maintenant, c'est quasiment l'inverse, avec des retraités qui, et c'est tant mieux, vivent de plus en plus longtemps. Mais attendez que je me trompe pas. La retraite à 60 ans, c'est 1981. La droite a été au pouvoir en 86. Elle a été au pouvoir en 93. Elle l'a pas abrogé. Les 35 heures, c'est Lionel Jospin, 1997. Et on a bien eu Nicolas Sarkozy qui a été président pendant 5 ans, de 2007 à 2012. Eh bien, la droite est responsable. Elle est complice de ce social-étatisme parce que l'État, la droite, elle aime bien et elle sait que l'État, il achète la tranquillité en aspergeant la population avec de généreuses allocations. Donc, la droite de ce pays n'a jamais été libérale, elle n'a jamais été courageuse et elle a continué à enfoncer les gens dans l'idée qu'on pourrait toujours continuer à faire payer l'État mama. Voilà. Alors, on ouvre les yeux quand on est dans l'opposition, on promet. Fillon promettait, Retailleau promet, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils le font pas. C'est étrange quand même. Elisabeth, ça vous fait sourire. Il a raison de tailler comme ça le ministre de l'Intérieur, Christophe? Moi, ce qui me frappe, c'est vous écrivez Retailleau piège le cornu sur LCI. Si on écoute Bruno Retailleau, hier sur LCI, il n'y aura pas de compromis. C'est non à tout. Et si on écoute le Parti Socialiste aujourd'hui, il n'y aura pas de compromis avec le cornu. Quelle est cette fiction? Alors, il peut y avoir effectivement ensuite en coulisses mais je ne vois pas la marge de rapprochement qui permette aujourd'hui à Sébastien Lecornu de gagner son pari. Et dans le fond, on a 66 députés socialistes, on a 49, 48 députés LR qui vont défaire tous les deux partis de gouvernement que Emmanuel Macron voulait que Emmanuel Macron a fait exploser. Parce qu'ils sont à ce niveau, et ce sont eux, aujourd'hui, qui vont décider du sort de Lecornu. Mais encore une fois, aujourd'hui, je ne vois pas la marge de manœuvre de Sébastien Lecornu. Ils sont tous les deux crispés, tous les deux partis, crispés sur des demandes qui sont incompatibles. Ils sont totalement antagonistes, Christophe, les totalement. demandes. Et tant qu'ils seront arc-boutés sur leur projet, avec une liste d'exigences, chacune articulée sur un veto, on ne pourra pas bouger. Sauf que, à un moment donné, Lecornu va dire, écoutez, voilà mon projet, j'ai fait des concessions aux uns, voilà ce que j'ai retenu, aux autres, voilà ce que j'ai pris chez vous, assumez vos responsabilités. Est-ce qu'à ce moment-là, devant ce bluff, devant ce côté roulette russe de Lecornu, ils vont pas réfléchir? Hier, Retailleau n'était pas du tout allant sur une dissolution des législatives, une présidentielle anticipée. Il disait non, casse-cou, faut pas affaiblir les institutions, faut pas plonger le pays dans le chaos. Donc même s'ils décident de ne pas participer au gouvernement, parce que ça ne leur va pas, peut-être qu'ils n'iront pas vers une censure et une politique de la terre brûlée. Peut-être. De la même manière, les socialistes, c'est une chose de dire on exige, c'est une chose ensuite de dire, comme on n'a pas eu, oui, on s'associe à Marine Le Pen pour renverser ce gouvernement et retourner devant les électeurs avec un Front populaire boiteux. Il y aura une autre motion de censure, il peut y en avoir deux. Il peut y avoir celle de LFI, il peut y avoir celle du RN, il peut y avoir aussi une motion de censure qui n'arrive qu'au moment du vote du budget, donc on gagne encore 1 mois ou 6 semaines, sauf qu'à partir de ce moment-là, vous tenez des législatives fin novembre, début décembre, à Noël, en janvier, vous allez avoir contre vous la population qui n'en a pas envie, et les maires qui sont en pleine campagne municipale. Est-ce que les socialistes joueront ce jeu, là encore, qui est un jeu de casse-cou? Ou alors, ils sont persuadés qu'Emmanuel Macron ne dissoudra pas, quelle que soit la situation. Et il nommera des premiers ministres successifs jusqu'à arriver à dans 1 an, où là, on sera tellement proche de la présidentielle que de toute façon, il y aura plus de dégradation de notre image. Et donc, ils peuvent être tellement persuadés de cela, et ça n'est pas une hypothèse nulle, que dans le fond, ils peuvent faire tomber, parce qu'il y a des municipales, parce qu'ils sont déjà dans une logique de campagne, ils peuvent faire tomber Sébastien Lecornu, puis le remplaçant de Sébastien Lecornu, en espérant peut-être ou pas avoir un Premier ministre. Ils assumeraient, Elisabeth, le risque de la paralysie budgétaire dans ce contexte-là? Mais la paralysie budgétaire, ça veut dire l'année blanche. Parce qu'on arrive à la fin de l'année, on n'a pas de budget, c'est l'année blanche. Donc, c'est ce que prévoyait François Bayrou. D'accord. Et donc là, voilà. C'est une 5e République qui est déguisée en 4e, là, Christophe. Oui, même plus déguisée, elle est décomposée en 4e République. On voit bien qu'une partie de la crise que nous vivons, c'est l'épuisement des institutions et, plus grave, l'épuisement du sentiment démocratique. C'est-à-dire,
Oui, ça marche, j'élis des représentants et ils décident pour moi. Une partie des Français se détourne de cette figure-là pour aller soit vers l'abstention, de toute façon la politique ça sert à rien, je vais vivre ma vie de consommateur, soit pour aller à la recherche d'un homme ou d'une femme d'ordre. C'est-à-dire, une fois qu'il aura été élu, impose son pouvoir. Non, irresponsabilité à tous les étages de tous des partis qui jouent avec nous quand même. C'est un spectacle vraiment... à l'Élysée, puisque Emmanuel Macron, lui, de toute façon, n'entend que rester. Je trouve ça, mais scandaleux. Regardez je trouve ça désolant. Les déclarations de Gabriel Attal ce week-end, ce sont déclarations de nature présidentielle. C'est un programme, une philosophie, une ambition présidentielle. Donc il pense à son destin en 2027 plutôt qu'aux problèmes des Français et de la France en 2025. C'est pareil pour Mélenchon, c'est pareil pour Le Pen, Bardella, compliqués par leur situation judiciaire, c'est pareil pour tous. À tous les étages, irresponsabilité. À tous les étages, ambition individuelle contre l'intérêt général. C'est ça qui provoque aussi la crise démocratique. Et en même temps... Non, c'est d'accord. Allez, une petite pause. Elisabeth nous confie qu'elle était vraiment... Elle regardait ce spectacle désolant. Vous, il y a un autre spectacle que vous trouvez désolant. Christophe, c'est votre carton rouge. Et on en parle tout de suite. Ça concerne la flottille de Gaza. Allez, à tout de suite sur LCI. De retour sur le plateau dans toute liberté sur LCI. Alors qu'Emmanuel Macron a reconnu l'État de Palestine hier soir, Mathilde Panot, la patronne des Insoumis, lui demande carrément de protéger les flottilles pour Gaza. Monsieur le Président, dit-elle, la responsabilité de protéger les ressortissants français participant aux flottilles vous incombe, alors que vous apprêtez à reconnaître l'État de Palestine, donc c'était hier, donc nous vous demandons d'octroyer la protection diplomatique de la France. Christophe, c'est votre carton rouge. Ah bah oui, les Insoumis osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. À peine la Palestine reconnue, ils veulent que carrément on accorde la protection diplomatique. Il est vrai, comme elle le dit dans sa lettre, que l'Espagne, le Brésil, l'Irlande l'ont fait pour cette flottille, mais il faut regarder d'un peu plus près cette flottille. Il y a plusieurs bateaux qui sont partis d'Espagne depuis la fin août, qui ont dû affronter des vraies tempêtes sur la mer, mais aussi des vraies tempêtes à bord, parce que c'est un peu la zizanie sur cette flottille. Il y a un député LFI qui a claqué la porte, Greta Thunberg s'est fait évincer des instances un peu dirigeantes parce qu'elle mettait trop en avant sa propre personnalité. Et il y a Barbie Espagne aussi qui danse. Exactement, vous avez aussi des militants islamistes revendiqués qui trouvent que la présence des LGBT sur certains bateaux, c'est pas du tout dans l'esprit de leur combat. Bref, on voit bien que ce sont des combats disparates qui n'ont qu'un seul intérêt, c'est faire parler d'eux. Elle demande la protection diplomatique. Pour ces gens-là, ça semble un peu gonflé. Tout ça sous l'égide de Zahir Biraoui, qui est un proche du Hamas. Il a posé en photo avec des dirigeants du Hamas, et c'est lui qui est l'instigateur de ces flottilles. C'est de la communication politique, Elisabeth ? Oui, c'est du spectacle. Mais nous sommes dans cette ère du spectaculaire. Et Mathilde Panot, elle joue sur tous les tableaux. Je pense que le premier bateau avec Greta Thunberg avait été, vous vous rappelez, accueilli par les forces israéliennes qui avaient ostensiblement offert des vivres, des couvertures, évidemment pour déjouer le discours victimaire puisque des membres de la flottille, puisqu'ils prétendaient qu'on allait les bombarder. C'est grotesque. Alors, deuxième carton rouge, les amis, ça s'est passé dans le ciel de Nice. Une collision a été évitée. Un petit sujet pour vous rappeler tout ça. Un sujet avec Ariel Camus, Marlène Yapichino et Audrey Lally. Peu avant 23h30, alors que leur avion EasyJet s'apprête à décoller, un autre avion venu de Tunis veut atterrir et le frôle à une quinzaine de mètres seulement. Le pilote remet les gaz au dernier moment, refait une boucle avant d'atterrir 20 minutes plus tard. William était aussi dans l'avion EasyJet. Il raconte ce moment de panique. Au départ, on a cru que c'était un orage ou quelque chose comme ça. Et 1 à 2 minutes après, on a eu le pilote qui est sorti et qui nous a dit, la voix tremblante et à 2 doigts de pleurer, qu'en fait, on venait d'esquiver un crash d'avion. Comment 2 avions ont pu se retrouver sur la même piste au même moment ? Il s'agit d'une erreur humaine, selon cette experte. Le pilote de Nouvelle Air a voulu se poser sur la piste de droite qui, de toute apparence, était à ce moment-là réservée pour les décollages. Donc il a fait erreur, probablement, très très probablement. 2 enquêtes ont été ouvertes pour comprendre les raisons de l'incident. Les boîtes noires qui enregistrent les données du vol ont été saisies. Les avions sont toujours immobilisés. EasyJet dit vouloir coopérer. Quant à Nouvelle Air, à ce stade, la compagnie n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Bah oui, tu m'étonnes. 3 mètres près, Guillaume. Ouais. C'est dingue. Non, mais vraiment, ils ont eu la frayeur de leur vie. J'ai entendu d'autres témoignages racontant que quelqu'un était carrément assis à côté d'un hublot et donc a plus ou moins compris ou vécu, ou en tout cas dans sa chair, avec une alarme qu'il avait jamais entendue, a-t-il dit, résonner dans l'appareil, qu'un avion arrivé, un avion tunisien arrivé, était sur le point d'atterrir. Donc oui, on a frôlé la catastrophe. Alors, sur le plan factuel, il y avait des intempéries. Visiblement, le pilote tunisien se serait trompé de piste. On aurait permis à l'avion EasyJet de se préparer à décoller. Bon, c'est un enchaînement de circonstances qui aurait pu être effectivement dramatique. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce qu'on a entendu là dans le reportage. C'est l'élève pilote, ou en tout cas le copilote, qui sort en fait de sa cabine tremblotant en disant on a limite en bégayant échappé à la mort. Et le deuxième qui pleurait dans le cockpit et qui n'a pas pu sortir et qui a dit moi je ne redécolle pas. Mais là où il y a carton rouge, c'est que visiblement les passagers du vol tunisien qui étaient sur le point d'atterrir et sur le point de s'encastrer dans l'appareil n'ont jamais été mis au courant en réalité du temps qu'ils avaient perdu avant d'atterrir. On les a pas mis au courant, ils l'ont appris le lendemain matin sur TF1, ce qui est quand même assez fou. Christophe, on oublie parfois que la vie ne tient qu'à un fil et que l'erreur est humaine. Bien sûr, l'une des plus meurtrières catastrophes aériennes de l'histoire, c'était à Tenerife, dans les années 70, je crois, avec ce scénario-là. C'est-à-dire un appareil qui se pose, un autre qui se prépare à décoller et collision. Donc vous voyez, là c'est terrible. Et oui, c'est le risque. Hein. Quand on prend un mode de transport, il y a toujours du risque. Maintenant, le carton rouge, il est pour qui ? L'enquête le démontrera. Est-ce que c'est le pilote de l'avion qui se posait ? Est-ce que c'est le contrôle aérien ? Est-ce que c'est la météorologie ? On verra ce que l'enquête conclut. Ouais, mais enfin en tout cas, mais on meurt moins en avion qu'à vélo. Oui, c'est vrai. Et j'ai votre casque, Guillaume. Merci. Alors, ça n'arrive qu'en France, c'est maintenant. Écoutez ce doux son. Oh, qu'est-ce que c'est? Vous avez votre cartable, Anaïs? Ben oui. Vous avez votre trousse. À Maison-Lafitte, dans les Yvelines, figurez-vous qu'une école privée a été condamnée à fermer sa cour de récréation. Motif, le bruit des enfants dérangés. 5 riverains qui ont saisi la justice et les juges se sont appuyés sur un cahier des charges de 1834. Ça nous rajeunit pas, Christophe. Résultat, 500 mètres carrés de jeux interdits, des récrés réduites à 100 mètres carrés ou déplacées en forêt et un silence d'archives imposé aux enfants. Bon, alors là, on est aussi un peu dans un carton rouge, Elisabeth. Alors écoutez, pour le plaisir de la contradiction. Non, d'abord il y a une observation, c'est vrai qu'on est dans une époque. J'avais fait un papier là-dessus il y a quelques mois. No Kids. Ouais, vous avez vu qu'il y a des hôtels No Kids. Il y a de plus en plus d'espaces où effectivement les générations, en tout cas les générations de boomers décidément, voilà, ont envie. Il y a des hôtels No Kids. Il y a des tas d'espaces maintenant qui se montent et il y a une clientèle là-dessus. Et par ailleurs, le bruit, c'est une pollution toxique qui est effectivement qui est répertoriée comme pouvant causer des pathologies et des maladies. Donc là, je pousse le bouchon un peu loin parce qu'effectivement, à première vue, on se dit comment est-ce qu'on peut avoir un tel degré d'intolérance à l'égard des cris des enfants. On a tous été des enfants, on a tous aimé la récré, s'ébrouer dehors. C'est la vie. Donc on ne peut pas arrêter la vie. Voilà. Maintenant, voilà, il y a des personnes âgées qui peuvent en souffrir et peut-être que elles, effectivement, elles avaient besoin de retrouver un peu de quiétude. Voilà, j'ai cherché des arguments. Il y a Christophe derrière pour ne pas tomber dans l'indignation réflexe, dire non, on arrête parce que dans le fond, voilà, les enfants, est-ce qu'on peut censurer des enfants? Ça c'est le contraire de ce qu'on aime. Christophe, c'est une belle tentative de défense, mais bon, on interdit les coqs à la campagne, maintenant les enfants dans la ville. Je salue. Bon, merci. À mon avis, la récréation n'avait pas lieu toute la journée. Elle ne se passait pas à 3h du matin ou à 23h. Donc, c'est évidemment impertinent de vouloir annuler cette festivité des jeunes. En plus, les jeunes, ils deviennent encore plus infernaux, les enfants, quand on les enferme et quand on les empêche de se dépenser. C'est la vie, la récréation. C'est la joie. Et je pense que si le bruit peut faire du tort à la santé des personnes âgées, le bruit des enfants peut faire du bien beaucoup à leur mentalité et à leur état psychique. Une très belle chanson d'Yves Duteil sur une prison où il dit dans un de ses couplets
quand l'école a fermé, combien ont dû penser au jour de la rentrée des classes. Ouais. Parce que ce bruit-là, c'est le bruit de la vie. Il y a une chanson aussi de celle de Renaud, Mistral gagnant, où il parle des cris des enfants qui sont tellement, le signe de la vie. Guillaume, moi non plus, j'ai jamais été dérangé par le chant des oiseaux ni par le bruit des enfants. Je trouve ça absolument fou. Des riverains imposent le silence à une cour de récréation. Et c'est intéressant ce que vous avez soulevé sur le temps passé dans la récréation, parce que j'ai regardé un peu les arguments. Alors d'abord, c'est pas simplement le bruit, c'est aussi la valeur locative des biens qui entourent en fait cette école qui commence à baisser, et les riverains et les propriétaires sont en train de s'en plaindre. Si. C'est au titre des arguments. Par ailleurs, autre argument, l'école, elle gâche la vue. Elle gâche la vue en fait des riverains qui sont posés là parce qu'il y a une cour, etc. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre de la réflexion du propriétaire qui voit le prix de son bien baisser et sa valeur locative. Ça, c'est un premier point. Ensuite, j'ai sorti ma petite calculatrice, figurez-vous. Dans les arguments qui sont dénoncés, ils disent ils sont pendant 5 heures dans cette cour de récréation à chahuter, à chanter, à faire des jeux, à jouer au football, etc. En réalité, c'est quoi une récréation ? Il y a la première récréation entre 8h et midi, c'est 15 minutes. Il y a celle de l'après-midi, c'est 15 minutes. Il y a la pause cantine, c'est disons une grosse demi-heure. Il y a la rentrée et la sortie des classes, c'est quoi ? C'est une grosse demi-heure, ça fait 2 heures en tout. Et là, les avocats arguent qu'en réalité, pendant 5 heures, ce bruit est insupportable. Donc en réalité, il y a quelque chose d'assez... Oui, mais moi, ils ont quand même des doubles vitrages, ça fera monter la valeur locative. Assez fumeux dans cette histoire, en fait, de propriétaires qui veulent en réalité voir le prix de leurs biens augmenter et la valeur locative des biens qu'ils louent augmenter. C'est vrai que c'est un point que j'avais pas imaginé. Un peu nul. Vous avez raison. Ça peut être 5 heures, parce que la pause déjeuner, elle est beaucoup plus longue. Mais non, mais c'est la guerre des générations, moi, qui me frappe. Ouais. C'est le degré d'intolérance, en fait, que ça manifeste. Et ça, c'est partout. Voilà, on ne se supporte plus. Vous savez, c'est la phrase on n'est plus à côté, on est face à face et on est dos à dos. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez profond, je crois, une forme d'égoïsme de chaque génération qui veut vivre comme elle le veut, au moment où elle le veut, et tant pis pour les autres. Et ça se retrouve à peu près dans tous les compartiments du jeu. C'est assez significatif quand même de ce phénomène-là, je trouve. C'est dommage. Pourquoi ça vous fait sourire, Christophe ? Elle a raison, non On parle beaucoup des boomers, mais cette guerre de génération, elle est... Tout à fait vrai. Il y a une intolérance à tous les étages de la pyramide des âges. Si vous êtes un jeune couple avec des enfants, vous êtes content d'habiter près d'une école. Ça vous simplifie la tâche pour les mettre à l'école. Ça montre aussi que dans ces centres-villes, dans ces endroits très chics comme Maison Lafitte, les familles avec enfants, elles sont chassées parce que c'est trop cher de se loger. Et donc il reste ceux qui ont du patrimoine, qui sont plus âgés et qui veulent faire la sieste. Bon, allez, bonne sieste, Christophe. On vous retrouve demain. Vous faites des siestes. En toute liberté, c'est fini. On se retrouve demain à 9h. Dans un instant, carte sur table avec Doucan. Mais tout de suite, le journal de Sylvia Amico.